Moi, j'aurais juste une petite question d'explicitation. À un moment de ton intervention, tu as évoqué la notion de style de pensée et tu as cité l'exemple de la syphilis, développée par un auteur dont j'ai oublié le nom, mais est-ce que tu pourrais un peu préciser? Bien sûr. En fait, c'est un essai donc, qui date de la fin du 19e, début du 20e, je crois, qui est donc un essai de Ludwig Fleck, qui s'appelle Genèse et développement d'un fait scientifique, dans lequel il montre de manière assez éloquente comment justement le style de pensée d'une époque, le contexte que d'autres ont appelé le paradigme, Thomas Kuhn par exemple, va permettre de façonner finalement des présupposés à la fois chez les producteurs de connaissances, mais aussi chez les lecteurs et les critiques de la connaissance médicale, et finalement définir une conception et parfois même l'enfermer dans un certain carcan et l'empêcher d'évoluer avant de passer justement à un nouveau style de pensée et d'arriver à franchir comme ça des étapes. Et donc il montre que finalement la connaissance progresse par ces sauts épistémologiques avec une forme de... C'est pas une vision purement constructiviste, la vision de Fleck. Elle a été beaucoup utilisée par les constructivistes comme un argument, comme un étendard, mais je pense qu'il va au-delà de tout ça pour montrer que c'est une influence considérable, mais pas uniquement déterminante. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous présentez? Francis Gold. Ma question est la suivante. Est-il envisageable d'une façon ou d'une autre d'utiliser l'evidence-based medicine pour la résolution des dilemmes éthiques? Alors, Emmanuel voudrait savoir pourquoi vous posez cette question, donc je me fais le relais de sa demande. Alors, je réponds absolument volontiers. Je participe actuellement à un livre qui va porter, un e-book qui va porter sur l'evidence-based medicine en néonatologie, qui est ma spécialité. Et le rédacteur en chef m'a demandé si je pouvais faire quelque chose qui est trait à l'éthique. Et donc, j'ai proposé un chapitre qui porte sur les fondements de l'éthique des soins et des traitements chez le nouveau-né, en commençant par dire qu'a priori, ça ne s'applique pas directement, mais que pour autant, ça n'est pas livré à l'arbitraire. Et que donc, on peut trouver dans la philosophie, dans l'histoire de la spécialité, etc., dans la juridiction, bien sûr, du pays, des bases qui permettent de s'appuyer dessus. Mais que je ne vais pas directement traiter de l'evidence-based medicine en néonatologie. Ceci par contraste avec un article que j'avais lu il y a quelques années en anglais qui portait justement sur EBM in Neonatology. Voilà, je réponds à la question. Je pense qu'il y a probablement une place pour une démarche qui ressemblerait à celle de l'evidence-based medicine. L'evidence-based medicine fait référence par évidence à des connaissances qui sont produites sur un certain mode, et notamment un mode scientifique. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le corpus qui peut servir de base à la réflexion éthique. Il y a bien évidemment dans ce corpus des références scientifiques, mais il n'y a pas que ça. Et donc finalement, construire une démarche en quelque sorte rationnelle, comme se veut l'être l'evidence-based medicine, pour aborder les problématiques éthiques, correspond, je pense, déjà à ce qui se fait déjà dans certains endroits, mais supposerait d'aller beaucoup plus loin finalement que ce qui se fait dans la pratique du soin même. Bonjour, François Hirschinserm. Ne pensez-vous pas que le patient moderne, chasseur d'informations sur Internet, ne concourt pas non plus à mettre une certaine pression sur le praticien pour le rapprocher, même s'il ne le souhaite pas, de la découverte du monde de la science? Je crois que c'est une pression qui est extrêmement positive au final. Avoir un patient qui se documente, parce qu'il faut pas on a tendance à vouloir balayer finalement le savoir du patient et considérer que c'est un savoir qui provient de sources non valables ou peu valables, alors que c'est pas tout à fait le cas. C'est loin d'être tout le temps le cas en tout cas. Et je pense que c'est pour le médecin parfois
une aide précieuse à la constitution d'un partenariat dans une relation de soins. Donc c'est une pression, à mon sens, tout à fait positive. Tu as parlé de l'EBM comme finalement la manifestation de la rationalité scientifique sur l'évaluation notamment, ou sur les prescriptions médicales, enfin les prescriptions de pratique pour le monde médical. Juste un commentaire, c'est que, tu l'as dit, mais peut-être il faut l'expliciter un peu plus, c'est que c'est une certaine façon de penser la science. Voilà. Et Felk, effectivement, il a introduit la notion de style de pensée qui a été ensuite beaucoup travaillé par Ian Hacking, le mode de raisonnement scientifique. Felk, Alistair Granby et Ian Hacking ont montré qu'il y avait au moins 6 styles de raisonnement scientifique. Et que ces styles de raisonnement scientifique, contrairement peut-être à Felk, Hacking pense qu'ils ne sont pas des styles d'une époque, comme les paradigmes, mais qu'en fait ces styles, à chaque époque, se cohabitent, se juxtaposent, parfois sont complémentaires pour comprendre le même objet. Donc ce que je voudrais dire, c'est que finalement, à écouter ça, l'EBM, ça serait plutôt la manifestation d'une sorte de monisme scientifique qui ne prendrait pas en compte toute sa dimension pluraliste, pluralité des styles de raisonnement scientifique, pluralité des disciplines, pluralité aussi des ingrédients de la démarche scientifique. Et finalement, on réduirait à ce qu'on appelle la scientificité, ou ce qu'on appelle la rationalité, une rationalité, un type de scientificité. Donc tu as parlé de pseudo-scientificité, je trouve que le terme il est bon, parce qu'en fait, il faudrait vraiment dire que c'est une région assez petite de la science. Voilà. Et dans la science, je crois qu'il faut réintégrer les savoirs de l'expérience, les savoirs de la pratique, les savoirs acquis. Il n'y a aucune raison que d'un côté on appelle science en fait une manifestation historiquement très déterminée de la science, et qu'on relègue à l'extérieur de cette science tout ce qui va être de l'ordre de la pratique, tout ce qui va mobiliser des valeurs, tout ce qui va faire jouer des acteurs entre eux, etc., qui ont autant, j'allais dire, droit à la scientificité que les mathématiques, la physique ou la démarche hypothético-déductive. Et l'histoire nous le montre. Voilà. Très bien. Si vous n'avez plus de questions, monsieur. L'usager est arbitre entre, ou bien c'est le médecin qui pratiquant son art, est arbitre entre raisonnement scientifique et raisonnement médical. Donc l'EBM vient trancher et ça évite la pratique de l'art fondamental de la médecine, en fin de compte. N'est-ce pas un raisonnement juste? Je ne suis pas sûr d'avoir très bien saisi votre question. C'est-à-dire que il y aurait d'un côté un raisonnement médical et un raisonnement scientifique. Oui. 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 Et que l'EBM, finalement, est une voie médiane Oui. qui permettrait de conjuguer les deux, c'est ça? Oui, oui. Ben, oui et non, c'est-à-dire que tout dépend comment on conçoit l'EBM, c'est-à-dire à la base, probablement, si l'EBM s'était cantonné à la mission qu'elle s'était assignée initialement, c'est-à-dire cette lecture critique, cette capacité à l'analyse, à l'utilisation des données scientifiques au moment opportun, et en les associant à tous les autres paramètres finalement de la décision médicale. Mais dans son évolution, c'est plus le cas. Hein, c'est, je pense, un problème lié à l'application des principes que les fondateurs de l'EBM avaient voulu privilégier qui fait défaut ici.